Moi, je m'appelle Jean-Yves Lemoine. D'où je parle, je suis ingénieur de formation, j'étais réalisateur, producteur de documentaires. Après, j'ai fait de la post-production. Après, j'ai bossé chez Orange, j'ai fait le Transmedia Lab, j'ai fait des médias avec Onfray notamment. Et j'ai aussi fait de la recherche en machine learning, en deep learning, sur les moteurs de recommandation notamment. Et depuis 2 ans, je fais que de l'IA. Je viens de monter une boîte de production, formation et conseil en IA, donc orienté tout IA. Voilà, juste pour dire d'où je parle. Je suis content d'ouvrir cette conférence sur, je me rappelle plus le titre, mais on va beaucoup changer de choses, sur les workflows et le changement des métiers. Donc ce que ça change pour nous, qui sommes on va dire des professionnels du contenu, donc de la production de contenu, de comment on raconte des histoires, voilà, essayer de voir un peu ce que ça change dans les workflows et dans les métiers. Je suis content d'avoir aujourd'hui, pour parler de tout ça, dans son magnifique pull bleu, violet, pardon. Violet. Marianne Carpentier, donc, qui est directrice des tech émergentes à TF1. Son titre est plus long, mais je résume. Mais en tout cas, elle s'occupe de l'IA à TF1. C'est surtout ça qui est important de simplifier. On a aussi Alex Perron, qui va se présenter lui-même, en fait, qui a une société qui fait aussi de la production et du conseil en IA. La particularité de la société, c'est de travailler aussi en Europe et aux États-Unis. Et enfin, on a Eddie Magroun, qui est un brillant réalisateur, artiste. Mais c'est un réalisateur, un artiste qui met vraiment les mains dans le cambouis. Et donc c'est pour ça que je suis très content d'avoir tous les 3 ici. Donc je vais vous proposer de vous présenter. Marianne, commence par te présenter un peu plus que ce que j'ai fait. Merci. Oui, ok, merci. Merci Jean-Yves. Donc oui, moi je suis Marianne Carpentier, je suis directrice du développement des technologies émergentes. Ah, il n'y a pas de son. Je peux pas plus près. Je vais pousser un peu ma voix. Donc, je suis directrice du développement des technologies émergentes dans le groupe TF1. Je suis clairement pas toute seule à faire de l'IA dans cette grande maison. Non. C'est un sujet qui est adressé déjà depuis longtemps par le département innovation, notamment du groupe TF1. Je viens de la production, du dessin animé à la base. Et puis après, je suis tombée dans la production de soap, d'émissions de fiction qu'on produit dans le groupe depuis presque 20 ans maintenant. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'optimisation des workflows de production de fiction. Et j'ai amené ma connaissance de l'animation là-dedans et en fait, on a changé beaucoup de choses. Quand l'IA est arrivée, j'ai rapidement mis la main dessus. J'aime beaucoup tout ce qui est avant-gardiste, ce qui permet de bousculer un peu les choses, de faire des choses un peu en avance de phase. Donc j'ai été directrice de l'innovation pendant longtemps chez Newen Studio, qui est la filiale de production et de distribution de programmes de TF1. Et là, depuis peu, je suis passée chez TF1 pour accélérer un peu et accompagner les changements. Voilà. Alex ? Bonjour à tous. Donc Alex Perron, ravi de voir qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au sujet, c'est vraiment excellent. Donc moi je suis le fondateur de Narrative Coders, c'est une communauté de réalisateurs et d'ingénieurs en IA. Si vous voulez d'ailleurs nous rejoindre, si vous êtes réalisateur IA vous-même, vous pouvez aller sur le site narrativecoders.com et proposer votre profil et on pourra regarder. Voilà, je passe la main à mon voisin. Salut tout le monde, alors moi je suis Eddie Magroun, je suis pas spécifiquement réalisateur, en fait j'ai un studio de création graphique et digitale, donc je suis un ancien flasher et donc je fais de la créa de façon assez large, donc du motion design, tout ce genre de choses. Et depuis un peu plus de 2 ans et demi, on travaille avec les IA, notamment pour des clips vidéo pour des groupes. Et voilà, et je suis rentré effectivement les mains dans le cambouis assez vite sur des choses un peu techniques comme Confi UI, pour ceux qui connaissent, et tous les outils annexes que je teste régulièrement. Bon, je vous propose qu'on commence par juste montrer quelques images que nous ont amenées Alex et Eddie. Donc voilà, donc on commence par Alex qui nous a amené cette bande d'un des réalisateurs, Samuel, je sais pas son... Samuel Edward Mack. Voilà, c'est un réalisateur anglais, donc c'est pour vous montrer un petit exemple assez varié. Il y a du son, mais on l'a pas. Merde. Ouais. Le micro, on n'a pas de son.
pride, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. Je vais me permettre de couper. On va pas montrer tout le clip parce qu'on va parler un petit peu. Et merde, je l'ai perdu. Voyons, bien joué. Et donc là, il n'y a pas de son sur ta bande. Si, je te l'ai renvoyé hier soir, mais tu l'as peut-être pas reçu. Ah pardon. C'est pas grave. Non, c'est sans son. Donc ça, c'est des travaux que fait Eddy. Tu peux parler, Eddy. Ouais, du coup, là, c'est, il n'y a pas le son, mais c'est pas très grave. En fait, là, c'est des travaux assez récents. Il y a beaucoup de runway, beaucoup de Luma, beaucoup de techniques différentes, un peu de post-prod, beaucoup d'accélération d'image aussi, parce que les IA ont tendance à faire des choses assez lentes. Forcément, quand le serveur vous propose une vidéo de 10 secondes, en fait, c'est plutôt 5 secondes qui sont étalées dans le temps. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui permettent de rendre les images un peu plus dynamiques. Après, c'est plus de techniques et un peu de motion design, histoire d'arranger un peu tout ça et un truc aussi, on en parlera peut-être, mais tout ce qui est upscale aussi est très important pour augmenter la qualité des images et il y a de bons outils pour ça. Merci Eddy. Continue. Donc ce que je vous propose, c'est que vous parliez chacun, vous dites chacun un peu comment vous utilisez l'IA aujourd'hui et qu'est-ce que ça change vraiment dans la façon de travailler aujourd'hui. Alors, au niveau de l'IA, c'est donc comme je le disais, c'est rentré il y a à peu près 2 ans et demi dans mon studio de créa. Au départ, c'était vraiment une question d'exploration et de découverte de nouvelles techniques. Ça nous a permis, notamment dans la musique, de pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas imaginer faire, que ce soit en termes de délai, de budget ou juste de technique, puisqu'on n'avait pas les moyens pour des groupes, notamment des groupes de métal, de faire des gros VFX et ce genre de choses. Donc ça nous a permis d'explorer de nouvelles façons de faire, et ce qui nous intéressait surtout, c'est de pouvoir faire des choses qui ne se faisaient pas encore, ou qui auraient été très très compliquées à faire à ce moment-là. Et à l'époque, on était vraiment sur un travail image par image. Donc, vous avez peut-être en mémoire des vidéos qui étaient très très saccadées, où il n'y avait pas de fluidité. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que les outils nous permettent d'avoir et de la consistance, et de la fluidité, et surtout de plus en plus de la cohérence entre les plans. Même s'il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Et depuis que nous, c'est rentré un peu dans notre workflow de boulot, c'est vraiment rentré dès la phase de proposition artistique. C'est-à-dire que, et dans la phase de recherche ou de proposition qu'on va faire pour nos clients, ça va être de pouvoir leur amener une direction artistique augmentée avec l'IA. Avant, on aurait, par exemple, travaillé avec du Pinterest ou ce genre de choses. Ça fait 2 ans que j'ai pas ouvert Pinterest, par exemple. C'est vraiment un truc qui a changé, c'est que aujourd'hui, on oriente vraiment les IA pour ce qu'on recherche à faire, et ça nous permet de faire plusieurs propositions assez rapidement. Marianne, tu peux donner un petit peu des exemples de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu as fait notamment chez Newen? Alors, nous, on a... Pardon, excuse-moi. Oui, pardon. De couper. C'est ouvert, chacun va parler, et j'essaye de poser des questions intelligentes, j'y arrive pas toujours, mais chacun peut en poser des questions intelligentes à ma place, donc c'est ouvert, c'est interactif, on est nombreux, mais en tout cas n'hésitez pas et j'essaierai de passer le micro pour que vous posiez votre question. Pardon Marianne. Je t'en prie. Donc oui, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Alors chez Newen et chez TF1, en fait, très rapidement, on a décidé d'utiliser il y a longtemps déjà, donc, en sortie de confinement, l'intelligence artificielle pour résoudre des problématiques uniquement en amont, en phase de création, de pré-production ou de préfinancement, parce qu'il y a des problématiques juridiques au-delà des problématiques éthiques qui nous empêchent de faire le choix d'utiliser certaines images qui sont générées par des IAG aujourd'hui. Donc sans réponse à ces questions-là d'un point de vue juridique, on ne pourra jamais rien en faire. Donc aujourd'hui, principalement, il y a de l'IA partout dans toutes les sociétés, donc chez nous aussi.
Principalement en termes de création et de contenu, c'est utilisé en phase d'amorçage de création. Donc très honnêtement, c'est très utilisé aujourd'hui pour construire des dossiers de pitch, de présentation de projet, idéifiés sur des ambiances colorimétriques, avec de manière collaborative. Donc là, on va rentrer directement dans le sujet du jour qui est le workflow. Où est-ce que ça le modifie le plus aujourd'hui, je trouve, parce qu'on n'est pas encore dans des phases de production et de fabrication d'images. Il y a des gens qui expérimentent et il y a plein de choses qui se font sur les formats courts, sur la fiction, c'est pas du tout le cas. Et dans le cinéma non plus, mais sur la partie idéation et créativité, en fait, là, ça change complètement le postulat de départ qui était de j'ai un auteur ou un créateur qui travaille tout seul dans son coin et qui propose quelque chose à quelqu'un, qui ensuite va le proposer à quelqu'un d'autre, qui va essayer de le vendre. Et en fait, c'est très siloté. Et aujourd'hui, on peut arriver à se mettre tous autour d'une feuille ou d'une table ou d'un espace cloud pour travailler sur une image en temps réel et la valider quasiment en quelques heures. Et ça change beaucoup la donne parce que ça fait rentrer des gens qui étaient un peu exclus de ces phases de création au départ. Très tôt, je mets un mot qui est un gros mot en France, mais le marketing, par exemple, qui arrive très tardivement sur des œuvres, en général à la fin, quand elles sont finies, là, peut arriver très tôt dans les phases de création, voire même les initier, en fait, ce qui est assez dingue, ce qui change quand même un peu le process de travail. Les financeurs, donc les chaînes, les plateformes, tout ce que vous voulez, qui financent les contenus aujourd'hui, peuvent être associés à ces phases de création. Si on veut, on n'est pas obligé du tout de faire ça. Mais c'est intéressant, plutôt que de faire 4 allers-retours avec 15 personnes différentes, de les mettre toutes autour d'une table et de montrer à quelqu'un que non, les chaussettes jaunes, c'est moche en fait, finalement. Ah oui, finalement, c'est moche. Donc en fait, ça, c'est vraiment une manière de bosser qui change. Aller pitcher un projet qui est à peine écrit avec un visuel qui ressemble à ce que ça va être à la fin en sortie, quelle que soit la manière dont on le fabrique au final. Et en fait, ça va être un peu mon motto aujourd'hui. IA, pas IA, on s'en fiche complètement, quoi. On est en France, on sait faire des films, quelle que soit la technologie qu'on utilise pour les fabriquer. Donc en fait, ce qui est très très compliqué aujourd'hui, c'est de les vendre et de les financer. Donc nous, on a dit, OK, on va mettre un peu le focus là-dessus. Comment on les finance au démarrage. Donc comment on se met d'accord sur ce qu'on veut faire et comment on va le financer et comment on les vend en sortie, c'est-à-dire grosso modo comment on les exploite du mieux possible. Donc soit des œuvres anciennes, donc là il y a plusieurs manières d'utiliser de l'intelligence artificielle. Alors attention, je vais dire des gros mots. On peut restaurer des œuvres. Alors je ne parle pas du cinéma bien sûr, ni des œuvres patrimoniales, mais prenons un exemple, les Cordiers jugés flics, est-ce une œuvre patrimoniale? Oui. Moi je trouve. Ou Médecins de nuit, ce sont des œuvres patrimoniales qui sont en train de se perdre sur des étagères. Avec l'IA aujourd'hui, je peux les restaurer, je peux les réexploiter et je peux en faire quelque chose de propre parce que de l'image SD pixelisée, je ne peux la diffuser nulle part, même pas sur YouTube, c'est pour dire que nulle part. Et donc je peux rien en faire. Donc si j'arrive à en faire quelque chose, à les réexploiter, c'est intéressant. Et au passage, je peux aussi les sous-titrer, voire les doubler pour certaines, mais pas toutes. Je vais m'expliquer là-dessus après plus précisément, parce que je sais aussi que ça échauffe un peu les poils, mais on fait très attention à ce qu'on fait, mais je peux les doubler et les diffuser dans le monde entier. On l'a fait sur un vieux catalogue de documentaires qui était très quali, qui était uniquement en français, qui n'avait jamais été vendu à l'étranger. Et c'est dommage parce que c'est du contenu qui n'a pas tant vieilli que ça et qui est encore super exploitable. Donc on l'a réexploité, on l'a fait doubler avec c'est de la voice-over, c'est du documentaire. Donc on l'a fait doubler avec de l'IA. Il y avait de l'humain dans ce process-là parce qu'on est des producteurs. Enfin là je parle de Newen Studio. On a envie de qualité et de toute façon c'est le positionnement globalement de tout le groupe TF1. De l'IA oui, mais si c'est pour faire quelque chose de dégradé, c'est non. Et en fait ça doit être un outil qui apporte de la qualité supplémentaire, qui permet de faire des choses supplémentaires, comme de l'exploitation de catalogues anciens, comme d'aller attaquer des nouveaux marchés où on n'était pas, voilà, et de promouvoir des œuvres ou de les développer de manière plus internationale, de réussir à aller chercher plus de financement pour les faire. Donc ça nous permet de faire ça. Après, concrètement, dans la production pure, oui, il y a des petites touches d'IA qui arrivent.
on le sent, et c'est pas nous qui le poussons en fait, hein, ce serait plutôt même l'inverse, c'est-à-dire que là on est plutôt dans une phase où nous, fonctions transverses et supports, que ce soit l'INO ou d'autres fonctions, on cadre les usages, parce qu'on voit les équipes sur les tournages qui utilisent des outils d'intelligence artificielle. Moi, je vois des chefs déco, des accessoiristes qui utilisent des outils pour fabriquer des décors qui sont canons, et je ne veux pas leur dire non. Mais là, nous, on a un devoir de cadrer les usages, de s'assurer que les droits d'auteur sont respectés, que les outils qui sont utilisés ne sont pas des outils qui font n'importe quoi, ou pour la planète, ou pour le droit d'auteur. Donc, on est plus dans une phase de cadrage. Et dernier point, parce qu'après, je vais donner le micro à mes camarades, sinon je suis inarrêtable. L'intelligence artificielle dans les workflows, n'oublions pas la data en fait toute seule, juste la data sans la partie créative qui est plus sexy, je sais, pour tout le monde, mais la gestion des données, la fabrication des métadonnées, tout ça c'est une plaie pour tout le monde, je crois. On n'est pas les seuls, et donc chez nous c'est adressé par une DATech, une tech réservée à ça, parce que, en fait ça va vraiment être le nerf de la guerre demain, en fait, fabriquer des contenus. Oui, les IA, ça permet de fabriquer plein de contenus de qualité plus ou moins chouette. Ça veut dire que grosso modo, on va voir arriver plein de contenus tout pourris aussi, et que le nerf de la guerre, ça va être de mettre à disposition le vrai contenu, ce que j'appelle le vrai contenu, le contenu de qualité, réalisé par des créateurs et fabriqué avec les méthodologies que vous voulez, mais le contenu de qualité, va falloir le mettre à disposition des audiences. Et ça, dans un univers où il y a du contenu de partout, ça va être compliqué, et là l'intelligence artificielle peut nous aider, et donc c'est super intéressant de travailler aussi cette piste-là en parallèle de ce que ça peut nous apporter sur les tournages et sur la fabrication des programmes. Voilà. Merci Marianne. Alex, toi, dans ce que tu fais aujourd'hui, comment tu utilises l'IA, comment tu vois ça, est-ce que tu vois une différence, puisque tu travailles à la fois en Europe et aux États-Unis, avec la façon dont on, entre guillemets, on fait ici et on fait là-bas? Oui, alors déjà, à la suite de ce que disait Marianne, et puis on en parlait d'ailleurs Jean-Yves il n'y a pas très longtemps, on assiste vraiment à... Il faut voir ça comme la création d'un nouveau département artistique, si vous voulez. Donc maintenant, on connaît les départements VFX, décor, costumes, etc. Il y a un nouveau département qui s'appelle le département IA qui arrive dans nos contenus, nos films, nos séries. Et c'est pas un département qui est pensé pour remplacer les équipes existantes, c'est pas du tout le but, c'est pensé pour apporter quelque chose de nouveau aux films et aux séries qu'on produit, aux contenus, aux publicités qu'on produit. Ce que je remarque d'ailleurs de commun entre les États-Unis et l'Europe, c'est que ça permet aussi à des personnes qu'on n'aurait pas forcément vues si on était dans notre système de production traditionnel, d'émerger en fait en tant que chef de département ou de créateur. Donc par exemple, quand je travaille avec des personnes aux États-Unis ou en France ou au Royaume-Uni, je vois beaucoup de réalisateurs qui ne viennent pas de Los Angeles, qui ne viennent pas de Paris, qui ne viennent pas de Londres, mais qui ont réussi à percer grâce à l'IA, alors qu'ils étaient dans un endroit qui a priori n'avait pas du tout de projecteur d'un point de vue de mise en scène. Donc c'est ça quelque chose qui est, je trouve, très intéressant en termes de révélation de talent. L'IA permet de révéler un peu ces nouveaux talents. Maintenant, côté Narrative Coders, et Marianne t'en a un petit peu parlé aussi, on va plutôt venir apporter des choses à un tournage existant. Donc par exemple, vous avez déjà fait un tournage, mais vous avez réalisé que vous n'avez pas eu le temps de faire des séquences. Vous avez réalisé qu'au niveau du plan de travail, vous n'arriviez pas à insérer un plan que vous vouliez vraiment mettre. Donc c'est là que l'IA peut être intéressante. Parce que l'IA peut vous permettre, avec un petit peu de créativité, avec une réflexion de réalisateur, en fait, de metteur en scène ou même de responsable effets spéciaux, d'aller recréer un plan que vous allez pouvoir mettre, que vous n'auriez pas pu mettre si vous étiez en fait avec uniquement limité par le matériel qu'on connaissait avant. Alors ce matériel, il va continuer à exister, il va continuer même à évoluer. On aura toujours des nouvelles caméras, on aura toujours du nouveau matériel son, lumière qui va continuer à se développer, des logiciels de montage, de post-production, de VFX. Et en parallèle de ça, on aura des modèles IA, des logiciels IA qui vont être là pour en fait rajouter des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans ce nouveau département. Je ne sais pas si Marianne ou Jean-Yves ou Eddy vous voulez... Eddy, oui, moi ce que je voudrais, Eddy, est-ce que tu peux dire toi en quoi ça change par rapport à un... Tu as parlé des clips un peu, mais par rapport à un client ou à un motion design que tu vas faire ou un bout de spot de pub, en quoi ça change la façon de travailler, en quoi ça change le workflow, l'IA? Alors j'ai un qu'est-ce que tu amènes toi aussi avec ta... Parce que tu as quand même comment dire,
une grande compétence dans les outils. Donc, qu'est-ce que tu amènes comme changement dans les workflows et comment c'est vécu par les clients? Alors, il y a plusieurs niveaux. Donc, on a certains clients qui sont... C'est pas que les clients sont réticents vis-à-vis de l'IA, c'est que par rapport à leur public, l'utilisation de l'IA serait mal perçue. Donc ça, c'est un vrai sujet en dehors de tout ce qui va être éthique ou même de perception. L'IA pâtit quand même d'une image assez bas niveau. Et à côté de ça, ça nous permet quand même de faire des propositions qui sont assez intéressantes pour aller, par exemple, faire des moodboards en IA et après faire des productions en 3D. Un petit exemple que je voulais vous donner, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, on s'est retrouvé avec une problématique d'un film qu'on doit faire pour une marque d'alcool qui se passe en Martinique, c'est pour du rhum. Ils ont fait un super tournage avec un drone et tout. Tous les plans étaient superbes, sauf qu'il nous en manquait un au niveau des cannes à sucre. Et impossible de trouver dans du stock footage. J'ai cherché pendant 3 heures. Impossible de trouver le plan idéal. Au final, j'ai généré la bonne image. Je l'ai animé donc, en plusieurs itérations sur plusieurs outils de génération vidéo. Et on a réussi à faire ce plan-là qui nous manquait, qui est un plan de 2 secondes. On a réussi à le générer et ça passe très bien dans un film réel sans passer par du gros VFX, parce que évidemment on n'avait ni le délai ni le budget pour faire de la grosse 3D qui aurait été compliqué à pouvoir faire, surtout à notre niveau, parce qu'on est un tout petit studio. Et ça nous a permis de pouvoir finaliser ce film sans perdre ce plan qui était important pour l'histoire. Enfin voilà, il y a à mon sens, ce qui est important aussi, au-delà de ces outils qui révolutionnent un peu la façon de travailler, ce côté exploratoire que je peux faire me permet de faire une veille permanente et de connaître les outils et de savoir lesquels vont être utilisés et utilisables pour telle ou telle problématique. Ça m'arrive aussi aujourd'hui énormément d'avoir des briefs qui arrivent en disant on veut faire ça en IA, et je leur dis non, on va pas le faire en IA, ça n'a pas de sens. Si vous voulez un truc quali et qui tient la route, on va le faire en 3D, on va le tourner, ça coûtera pas forcément plus cher et on est sûr de la qualité. Il y a aussi cette question-là, faire de l'IA parce que c'est la mode, comme on a pu faire à l'époque le VR et tout ce genre de choses, c'est pas forcément la bonne solution. Non, moi dernièrement, je te coupe parce que c'est assez marrant, mais faut oublier l'idée que l'IA c'est faster and cheaper, quoi. Nous dernièrement, on a été interrogé sur un truc, bon, je peux pas dire ce que c'était, mais on a fait un budget IA et on était plus cher et bon, même temps, pas plus long, mais plus cher que de la post-prod classique. Donc, parce que c'était un truc très particulier, il fallait apporter un soin hyper particulier, donc beaucoup de temps. Et donc, je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est pas tout le temps mieux et moins cher, quoi. Mais sur un contenu quali, sincèrement, aujourd'hui, il n'y a pas trop de questions à se poser. Si on veut faire un film qualitatif, il faut y aller avec des caméras et des acteurs. Soyons clairs. Par contre, sur des formats courts et pour des créateurs, et là, je vois qu'il y a plein de jeunes dans la salle. Jusqu'à quand exprimer, oui, peut-être qu'un jour, mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc, ne nous projetons pas trop loin, pour une fois. Mais pour un auteur ou un créatif ou les jeunes là qui sont là, exprimer une vision ou une histoire qu'on a envie de raconter et exprimer une vision artistique, c'est super compliqué. Avoir une caméra de bonne définition et organiser un tournage, ça se fait pas en 30 secondes. Alors que très rapidement, on peut avoir des premières images et donner une intention créative et montrer ce qu'on a envie montrer un message en fait avec des images, ce qui est vachement plus parlant que juste avec de l'écrit. Et même, on peut presque s'affranchir de l'écrit, quoique pour manipuler tous ces outils, il faut maîtriser la langue et le vocabulaire. Donc, il faut quand même pas être un abruti à ce niveau-là. Donc, ça permettra pas de sauver plein de choses, mais ça va quand même permettre à plein de gens qui n'avaient pas accès de rentrer dans ce petit monde de l'audiovisuel et du cinéma, très honnêtement, parce que c'est quand même un tout petit monde et c'est super compliqué de pousser des coudes pour y entrer. Et donc, ça va casser un petit peu ce côté social, là, moi, que je trouve très intéressant. Après, sur ton cas d'usage, on l'a aussi, c'était super intéressant, ce cas d'usage-là, sur un documentaire sur Sadek Beraba, qui est un chorégraphe
ultra moderne, qui fait des trucs avec des mains, avec plein de danseurs qui utilisent leurs mains. On a notre équipe de docu chez Kappa qui devait tourner un docu sur cet artiste-là, et son spectacle s'appelle Murmuration, et il avait envie que derrière lui, pendant l'interview sur scène, il y ait un vol des tourneaux là, qui s'appelle une murmuration. Et pareil, on a cherché dans le stock, on a trouvé que des trucs moyens et trop courts, et ça collait pas et ça ne plaisait pas à l'artiste. Et du coup, on s'est dit on va envoyer une équipe, c'était pas du tout la saison, donc on n'a pas trouvé de vol des tourneaux nulle part. Et donc après ces 2 tentatives, l'équipe est venue nous voir en disant vous pouvez pas faire quelque chose pour nous avec vos histoires d'IA là, et on a généré comme ça, mais vraiment à la volée, à la murmuration, un vol des tourneaux qui ressemble pas trop à un vol des tourneaux, hein. Les oiseaux, ils ont une tête très bizarre, ils sont un peu weird. Et en fait, il a adoré. Et parce que c'est un créa, il s'est dit « Ah non, mais c'est génial, en fait, j'aimerais bien. » Et en live, il nous dit « En fait, on peut mettre un peu la couleur violette et tout. » Donc, évidemment, oui, on peut. Donc, on lui fait en live. Et sincèrement, en 30 minutes, c'était plié. On avait les images, on les a projetées sur un écran derrière lui sur scène. On a shooté l'interview. Et au final, c'est super beau. C'est ultra poétique. C'est vraiment, c'est presque du live en fait. Et on s'est dit, tiens, en fait, une utilisation intéressante à partir d'une grosse contrainte d'un truc. On représente pas des images réalistes de quoi que ce soit. On sait pas trop ce que c'est. Mais ça ressemble de loin à un vol des tourneaux. Et au final, ça fait super la blague. Et ça nous a coûté rien du tout. Comparé à une journée de tournage avec une petite équipe, ça nous a rien coûté, quoi. Voilà. Eddie, excuse-moi, continue Eddie, on t'a coupé, pas je t'ai coupé. Un autre truc que je voulais aborder, c'est donc vous connaissez certainement pas mal d'outils, que ce soit Luma, Runway, enfin je vais pas tous citer parce qu'il y en a plein, les Kling, enfin il y en a qui sont très très puissants, même Minimax fait des très très bonnes choses. Chacun a des spécificités et des avantages, des inconvénients. Il y a des outils aujourd'hui qui sont en train de sortir, donc il y en a certains qui existent depuis un moment comme LTX ou Animatix. J'ai eu l'occasion de travailler sur l'alpha d'Animatix et c'est assez intéressant parce qu'ils sont en train de mettre en place des workflows complets du storyboard, de la création des images, jusqu'à la création du film, avec le montage, avec les cuts qui vont bien, les voix off, le son. Donc c'est des outils qui sont encore émergents, mais on peut imaginer bientôt avoir des workflows. La plupart des films que je fais, moi je les fais à la main, à l'ancienne, je fais mon montage. En plus je suis un très mauvais monteur, je monte sur After Effects, donc... voilà, ça fait marrer tout le monde, mais parce que je fais mes VFX en même temps, donc bon, j'aime bien utiliser After, enfin c'est mon outil de prédilection parce que je fais beaucoup de motion, mais ça n'empêche pas que ces outils-là sont assez intéressants, ne serait-ce que pour justement créer des intentions. Quand on veut créer un storyboard pour un projet, c'est vraiment un workflow qui est à mon sens révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on part d'un prompt, on peut quasiment avoir son histoire toute prête, ou au moins se donner une idée de l'histoire, et après venir changer ses plans un par un en fonction des détails qu'on veut améliorer. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'émerger. Il y a même une boîte française qui vient de sortir un outil intégré de Next Stories. Je sais pas si tu as eu, moi j'ai pas eu le temps de le tester, mais j'ai pas eu le temps de tester non plus. Des outils intégrés, c'est vrai que ça vient. En même temps, ce qui est très intéressant avec cet univers-là, c'est que moi aujourd'hui j'y passe à peu près un tiers de mon temps. Le reste, c'est sur le studio de créa. C'est-à-dire que c'est des choses que je fais en plus le soir et le week-end. Et la partie vraiment IA business sur le studio de créa est assez finalement réduite aujourd'hui. Mais on sent que c'est balbutiant, que ça va vraiment émerger assez vite. Et la grosse difficulté là-dessus, c'est la veille qu'on doit faire, puisqu'il y a des nouvelles techniques, nouveaux produits qui sortent tous les 2 jours, enfin même tous les jours. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des nouveaux modèles, des nouvelles approches. Et comme souvent, c'est des approches techniques, la plupart du temps, ça apporte des techniques qui sont utilisées, par exemple, des techniques de VFX qui vont être portées sur des techniques d'UX, donc pour le web, ou pour vraiment de l'interaction. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vraiment
imaginer faire des vidéos interactives. On pouvait déjà le faire avec Flash il y a 10 ans ou 15 ans, mais avec l'IA, on pourrait imaginer enrichir ça de façon dynamique et automatique sur un film qui pourrait évoluer en fonction de ce que la personne va vouloir regarder, pas préprogrammé, c'est-à-dire qu'on peut vraiment imaginer orienter le film en fonction de ce qui se passe en interaction avec l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment ce qui va être intéressant à l'avenir, c'est qu'on va pouvoir apporter une dimension presque cinématographique, jeu vidéo, gamification, qui peut vraiment être assez révolutionnaire. Et pour les créateurs, c'est une vraie nouvelle façon de travailler. Si vous avez des questions... Ah oui. Salut. Tu peux parler plus fort, pardon? Alors oui, je l'utilise toujours. C'est vrai que c'est un peu comme ça que Jean-Yves m'a repéré parce que je suis l'un des rares à poster des trucs sur ConfUI. Il y a d'autres gens, hein, je pense à Stéphane qui est un super... Stéphane Parsoir qui est vraiment un super motion designer qui s'est mis à ConfUI et qui fait des choses... Oui, qui est un spécialiste des workflows. Ouais, qui est un spécialisé workflow et qui m'a même aidé moi pour mes workflows. Ce qui est hyper intéressant avec ConfUI, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un système de Stable Diffusion mais en nodal. Donc on peut vraiment créer ses nœuds et faire des boucles, créer vraiment des systèmes un peu comme on peut le faire en 3D pour les shaders ou ce genre de choses. Ce qui est vraiment hyper intéressant avec ConfUI, c'est que on peut... moi, je l'ai vraiment utilisé pendant une période pour créer des batchs, ce qu'on appelle des batchs d'images. Je trouvais ça assez relou de prendre une image, de lancer la vidéo et d'attendre le résultat et de relancer parce que l'itération est pas bonne. Je me suis mis à créer donc tout un workflow de batch où je me fais un dossier image qui me traite mes images et après je me suis dit tiens, mais toutes mes vidéos je pourrais les upscaler à la volée aussi, donc je me suis créé un dossier de batch images qui me génère toutes mes vidéos, qui reprend mon dossier vidéo qui me l'upscale. Voilà, donc c'est ce genre d'outils qui sont assez techniques mais qui sont très intéressants parce qu'on peut aller très très loin. Aujourd'hui on peut faire du live portrait directement en ConfUI en intégrant du flux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle de génération d'images qui est comme Midjourney, on va dire, plus libre, puisque justement on peut l'intégrer dans ConfUI. Il est très complet. Il est très lourd aussi, donc il faut avoir des bonnes machines pour pouvoir le faire tourner. Enfin voilà, il y a plein de choses assez intéressantes avec ça. Et un des points, moi, qui m'intéresse particulièrement avec ConfUI, outre la partie technique, c'est qu'on peut le faire tourner en local. C'est-à-dire que moi, ça tourne directement sur ma machine. J'ai un disque dur dédié à ça parce que les modèles sont très très lourds. Mais c'est écologiquement, à mon sens, il y a juste mon ordi qui tourne. Ça part pas sur des serveurs en Chine ou aux US ou n'importe où. Les données, elles sont chez moi. Et ça me permet de faire tourner ça librement sans forcément... faire tourner des tonnes de serveurs et d'envoyer des tonnes de données à travers le monde. Une autre question? Parlez très fort s'il vous plaît pour les questions. Une question pour Eddy également. Ce serait plus au niveau technique, mais si, imaginons, moi j'aimerais réaliser un clip avec des décors générés par l'intelligence artificielle, mais en gardant le côté humain qui va être amené par la présence de l'artiste sur les visuels. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, c'est possible de filmer un artiste sur fond vert et de générer des décors à l'IA sans que le contraste entre l'humain et l'IA il soit trop brut donc voilà. Alors ouais, c'est possible justement avec des outils comme ConfUI, et ce qui est surtout très intéressant là-dedans, c'est qu'on peut les images qu'on va utiliser, c'est-à-dire les images fond vert, donc on va les passer en transparent, on va les intégrer aux images réelles, aux images IA de décor. Ce qui est hyper intéressant, c'est que les IA sont capables aussi de régénérer les lumières. Et c'est là-dessus où ça devient très intéressant, c'est que on peut faire toute la phase de chromie, lumière et même orientation des lumières par rapport au décor, ou la génération du décor par rapport aux lumières qui sont sur le personnage. Ça, on peut les faire de façon
directement automatique. En fait, c'est l'IA qui va le gérer. Elle va faire le match entre ses images d'entrée et son image de sortie pour que ça fonctionne. Et c'est ça, c'est là-dessus où c'est assez impressionnant. Et c'est aussi pour ça que les images sont aussi impressionnantes. C'est que si on regarde les ombres, si on regarde toutes les lumières, c'est plutôt assez cohérent parce que les IA ont été entraînés à ça. Un des trucs, c'est, on en avait vachement discuté avec Jean-Yves, je m'étais amusé à faire des voitures volantes. Et je voulais qu'il n'y ait pas de roues. Sauf que les IA ont été entraînés, une voiture, ça a des roues. Et de lui expliquer, mais je veux que les voitures n'aient pas de roues, je veux que ça ressemble à une voiture, eh ben, il n'y arrivait pas en fait. Il me faisait soit des soucoupes volantes, soit des voitures avec des roues, mais même en faisant du in-painting pour enlever les roues, ce qu'il me faisait, c'est qu'il me remettait des roues à la place. Et donc, c'est des choses comme ça en fait qu'il faut aussi appréhender. C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser aux outils. Assez tôt, donc moi je suis dedans depuis 2 ans, mais en fait chaque outil a des travers, a des biais. L'IA a énormément de biais, et plus on va travailler avec, plus on va les appréhender, plus on va les connaître. C'est tout un apprentissage, et ça se fait pas justement en un clic. Et tu avais un truc à dire? Ouais, je voudrais une petite pensée pour mes amis les chefs op. Mais parce que ce que j'ai vu de plus beau aujourd'hui en IA, en full IA, c'est fait par un chef op. C'est fait par vraiment un DOP qui est réel aussi maintenant, qui est pas si jeune que ça, qui doit approcher les 45 ans. Et donc, je tiens vraiment à le préciser parce que oui, les IA sont entraînées, mais quand vous ne faites que utiliser un truc qui est généré tout seul par une IA comme ça, vous allez tous avoir les mêmes images et elles sont pas top. Par contre, si vous voulez une lumière, si vous voulez un découpage sur un visage, si vous voulez une ambiance colorimétrique particulière, il faut la travailler. Et comme vous apprenez à travailler l'image avec une caméra ou avec des éclairages, et ben les IA c'est pareil en fait, il faut apprendre à les travailler. Donc si vous avez zéro connaissance en composition d'image, vous allez faire des trucs chouettes mais bof. Et donc quand même la double compétence elle est indispensable. Toi tu viens de l'image, donc tu as déjà ce métier là en toi, et c'est pour ça que quand même dans les changements des workflows, c'est très bien qu'il y ait des agences qui se créent et qui proposent des nouveaux workflows de bout en bout complets. Ça va être super intéressant, mais quand même dans nos sociétés, nous de production ou de diffusion d'ailleurs, on va avoir besoin d'accompagner les métiers sur comment ils vont changer leur propre métier en mettant de l'IA dans leur propre métier. Et il y a un truc super important que je vois arriver. Tu voulais qu'on se projette un peu dans le futur là. Quand même, globalement, le workflow de demain, moi je vois une pré-prod, une prépa qui grossit parce que elle est sous contrainte aujourd'hui. Il n'y a jamais de budget, il n'y a jamais de temps pour la prépa en fait. Et en fait, c'est ce qu'apporte l'intelligence artificielle. Donc c'est un outil génial pour la prépa. Et de pouvoir storyboarder des séquences très rapidement avec des outils comme ça, c'est super. On le fait jamais. On fait jamais de storyboardage en fait. On n'a juste pas le temps ni les moyens. Là, on va pouvoir le faire. Si on couple ça avec un tournage donc qui est optimisé et avec une post-prod qui revient en force, vive la post-prod, et qui peut aussi pas forcément coûter très cher, mais rattraper beaucoup de trucs, rajouter même de la créativité en partie en post-prod, c'est super intéressant. Et en fait, au final, ça change vachement le workflow de fabrication d'un programme globalement, quoi. C'est-à-dire que le tournage va être réduit. On va quand même garder un tournage, mais il va être plus efficace, quoi. Et ça change beaucoup de choses. Ça, c'est pas du tout anodin. Et je rajoute à ça la petite couche, la grosse couche de gestion de données de toute cette chaîne de production là, qui doit devenir collaborative. C'est indispensable et il faut arrêter de travailler de manière silotée, et il y a des outils géniaux pour ça aujourd'hui. Il y en a un qui s'appelle C-Network, nous qu'on utilise, qui est topissime, qui gère tout de votre script jusqu'à la livraison de votre PAD. Et en fait, si vous rajoutez là-dedans des petites briques d'intelligence artificielle pour optimiser le travail de préparation entre le réal, le chef-op, les auteurs, la direction de prod, la prod même en fait, et même les financeurs qui souvent mettent leurs petites graines là-dedans, c'est la réalité de la vie ça. Et ben en fait, si tout le monde est capable de discuter autour de données qui sont partagées, ça se passe quand même vachement mieux. Donc c'est un peu
la grosse secousse, elle va plutôt être là, parce qu'il y a quand même encore des freins à partager les informations. Il y a aussi encore des freins à mettre du temps en prépa, parce que c'est pas dans les usages. Et même les directeurs de prod, en fait, ne font pas leur planning comme ça, parce qu'ils se disent encore, bah non, en fait, j'ai 10 jours de prépa, c'est tout, quoi, point barre. Et en fait, ok, mais dans tes 10 jours de prépa, rajoute un poste de storyboarder IA, rajoute un poste de designer IA, et tu vas voir, en fait, ton tournage, d'un seul coup, ça va mieux se passer. Et en post-prod, c'est pareil, en fait, ce serait intéressant de prévoir déjà des petits postes pimpés à l'IA, quoi. Pas des postes supplémentaires forcément, mais des gens du métier qui apprennent à maîtriser ces outils-là. Moi, j'ai pris cette année, l'année dernière, une alternante des Gobelins en design graphique, mais elle fait que de l'IA chez nous. En fait, elle est formée par les Gobelins, qui est une super formation au design graphique traditionnel, génial. Ben, chez nous, elle travaille que avec des outils d'intelligence artificielle. Et parce qu'elle a cette connaissance de la composition d'une image, de qu'est-ce que c'est qu'un calque, de qu'est-ce que je dois mettre en premier plan, en deuxième plan, comment je gère les textes et tout, elle va me faire des trucs super. Si moi, je fais le même prompt qu'elle, j'obtiens pas les mêmes choses. Et donc, parce que je suis nulle, je sais pas, c'est pas mon métier, en fait, voilà quoi, tout simplement. Et je trouve ça super intéressant de travailler comme ça et de faire migrer nos équipes et nos experts de l'image, du son aussi, hein, la même chose sur le son, en rajoutant de l'IA dans leur workflow actuel, plutôt qu'en basculant tout de suite là sur un workflow full IA. Ce qui est quand même super intéressant, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est une autre piste, on verra où elle mène, mais moi je préfère garder l'ancien monde quand même avec nous. Alex ? Ouais, je vais juste réagir aussi à ta question. Donc déjà, oui, c'est totalement possible. Et surtout, je trouve ça très bien que tu aies cette réflexion. Parce que c'est ça la réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui. Il faut se dire, ok, en fait, quand vous faites un dépouillement scénaristique, il faut rajouter une case IA. Et il faut vous dire, ok, cette séquence, j'ai besoin de tel élément, tel élément, tel élément. Qu'est-ce que je peux faire avec l'IA dessus ? Est-ce que je peux la faire en full IA ? Probablement pas. D'ailleurs, si vous voulez vraiment de la qualité, ce sera probablement hybride comme workflow. Et oui, quelque chose comme Stable Diffusion, Comfy UI t'aidera à le faire. Après, pour réagir un peu plus loin, ça montre à quel point le métier... Comment tu vois l'évolution, toi, du Oui, bah voilà. En fait, le monde du cinéma se rapproche aussi de plus en plus du monde de la tech. Et tu me demandais d'ailleurs, Jean-Yves, la différence États-Unis-Europe sur ce point-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit côté États-Unis, les studios qui commencent à fabriquer leurs modèles, par exemple. Donc ça, c'est un sujet qu'on doit absolument aborder en Europe. Et comment un studio se rapprochera de plus en plus d'une boîte tech, en fait. Un studio, il va devoir... Pour la 3D d'ailleurs. Oui, exactement. Oui. Oui. Les boîtes de post-production connaissent ça par cœur, quoi. Exactement. Je sais pas si Mathieu est toujours là, il était là tout à l'heure de Night Shift, mais... Et tu peux dire que effectivement en post-production, ça fait longtemps qu'il y a des devs, que tout est intégré, quoi. La tech est intégrée, quoi. Tout est intégré dans le processus de travail et par rapport à l'animation ou les gros workflows de FX, il y a toujours du développement en parallèle du pipeline. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on est à l'âge d'or du FX et de l'animation. Parce que ces métiers-là, en fait, vous avez déjà cette notion un peu de codeur, en fait, de développeur informatique. Parce que vous avez dû jouer avec des API, vous avez dû jouer avec des logiciels, modifier des choses. Et dans les studios de cinéma se posera la question de c'est quoi embaucher un développeur informatique, c'est quoi bien manager une équipe tech, c'est quoi manager un UX designer, t'en parlais Eddy, un chef de projet digital. On va avoir en fait tout un ensemble de métiers qui vont avoir leur blason encore plus éclatant avec l'IA en fait. Mais qui doit se morpher avec des artisans. Et donc c'est là où ça peut faire un peu des étincelles au démarrage. Sauf si ces artisans utilisent des nouveaux outils pour forger en fait, quoi. Voilà, moi je pense que c'est super faisable. Une autre question qui ne soit pas pour Eddy, parce que toutes les questions sont pour notre star du jour. Oui, monsieur. Roger, pardon, j'étais à contre-jour. Parle fort, Roger, s'il te plaît. J'ai pas de problème avec ça. Jusqu'à présent, cet univers audiovisuel a fonctionné dans le fait de fabriquer de la substance et de relier ça à une personne morale ou à une personne physique, un auteur ou des auteurs. On est occupé à toucher à la partie auteur. Je crois que nous sommes tous assez conscients. Alors, qu'est-ce que vous voyez venir devant vous ? Des nez sous X,
Est-ce qu'on va tailler ce qui a été fait avec de l'intelligence artificielle? C'est une question, quelque part, qui est importante. Si nous voulons, quelque part, protéger ce métier, protéger les créateurs, est-ce qu'on va reconnaître des machines comme étant créatrices? Comment est-ce qu'on va gérer le fait que quand une machine pille Van Gogh, Magritte et d'autres pour créer quelque chose de neuf, alors qu'il y a nécessairement un emprunt quelque part? C'est une question importante dans le processus. Comment est-ce que vous réglez ça aujourd'hui, par exemple, écoutez, le groupe TF1, est-ce qu'il y a un créateur, ou est-ce que c'est la chaîne, quelque part, ou le producteur qui met son cachet pour le moment? Je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Bah, nous, on fait pas ça déjà. On fait pas de création en IA à cause de ça. Tant que ce problème n'est pas résolu, on peut pas le faire en fait. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on peut utiliser une image pour illustrer un décor, et donc une image qui est même pas réaliste, qui est artistique, on va dire, ou une image pour faire de la prévente ou financer un projet, mais c'est pas une image qu'on va exploiter, puisque à la fin, au final, exemple concret, Cat Size, série qui sort la semaine prochaine sur TF1, la première image qui est sortie de ce truc, c'était une image générée par Midjourney. Mais le projet n'était pas encore écrit, on n'avait même pas un script, sauf qu'on est allé le vendre, je dirais pas à qui, mais avec un dossier, avec rien comme visuel en fait, avec des visuels piqués à droite à gauche, des anciens visuels de Cat Size d'animation, mais on voulait montrer à quoi ça allait ressembler. Et l'image qu'on a générée sur Midjourney, qui est l'image de l'affiche actuelle, hein, mais l'affiche actuelle en fait, c'est l'image du tournage. On est allé tourner cette image-là. Et j'ai un réalisateur là avec qui je discute pas mal en ce moment. Lui, il prépare toutes ses séquences, il génère ses images avec des outils sur Midjourney, et ensuite il va les tourner. Mais c'est des images de rêve, mais en fait la différence entre les deux, elle est infime, hein, vraiment, parce qu'il travaille ses éclairages, il fait sa prépa en fait avec ça. Et donc c'est comme ça qu'on s'en sert aujourd'hui. Donc ce sujet-là, mais vous avez raison de le poser. Pour de vrai, j'aimerais bien avoir la réponse, hein, sincèrement. Mais là, on n'est pas très bien avec ce qui s'est passé cette nuit. Ça va, oui. C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr. Sur la question des droits d'auteur, je suis pas d'accord du tout avec toi d'avoir peur. Oui, parce que Trump va peut-être régler le problème plus vite que ne l'aurait fait Kamala Harris sur ça. Parce que il faut voir, Roger, aussi que je suis pas pro-Trump, pas trop. Ça, là, faut voir où est comment la tech est devenue pro-Trump aujourd'hui aux États-Unis. Ça, c'est un sujet intéressant. Roger, juste aujourd'hui, moi, je pense que ça va se régler parce que on peut pas dire, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, on peut pas dire que l'image elle est générée par Midjourney. Une image, elle ne peut pas être une image générée par Midjourney seule, elle est merdique. Ça, mais je dis pas que c'est donc cette image, elle est générée par un homme qui travaille avec un nouvel outil qui est Midjourney. Ce nouvel outil, effectivement, il a un peu pompé tout à l'arrache parce qu'on était au Far West et qu'on l'est toujours au Far West pour la question des droits. Et ça, il faut le régler. Il faut mettre de l'opt-in. Mais cette question, je pense qu'elle va se régler dans le temps. C'est une piste. Il ne faut pas oublier que ça rejoint ce qu'on disait. Moi, je trouve que c'est un truc très important. C'est qu'il faut des créas et des techs. Il faut des gens du métier traditionnel et des techs. Il faut mélanger les deux. C'est-à-dire qu'il y a besoin, avec une IA, pour faire des belles choses, quelle que soit l'IA, quel que soit ce qu'on fait, tout le travail, toute la compétence, on va dire, traditionnelle qu'on peut rajouter à la machine, elle est fondamentale pour faire de la création. C'est une vraie piste, Jean-Yves. Pour autant, je mets au défi quiconque d'aller savoir ce qu'ils ont mis dans ces machines pour les entraîner, très honnêtement. Non, mais c'est ce que j'appelle le Far West, ça c'est pas normal. Mais... donc c'est trop tard en fait, là on ne peut pas savoir. Ça va se régler par des droits. Il y a plein d'outils qui ont utilisé des choses non libres de droit, et c'est dedans. Et c'est dedans, et maintenant il y en a certains qui sont utilisés pour créer d'autres outils. Donc je vois pas bien comment on va faire pour dire salut, vous avez utilisé mes scripts. Et je le dis parce que je pense que ça nous est arrivé, parce que nous, on délivre énormément de scripts. Sur certaines séries, on en est à plus de 6000 scripts de la même série. Donc ça peut entraîner une machine, hein, juste ça en fait. Mais je n'ai pas de moyen en fait d'aller imposer à qui que ce soit, sauf si l'Europe arrive à pousser un truc. Là, on est c'est un petit peu plus au-dessus que ça va se passer, sur des discussions entre États, et il faut qu'on en fasse partie, qu'on puisse dire les gars, il faut faire quelque chose. Si on peut faire quelque chose, mais très honnêtement, je suis pas sûre qu'on puisse. Après,
les nouveaux auteurs, à eux nous on travaille avec des créateurs en fait, hein. On signe pas des contrats d'auteur à des machines, hein. Et donc on travaille avec des auteurs par exemple. Je sais très bien qu'ils utilisent des outils d'IA générative pour travailler. Il y en a qui se sont créés des chatbots maléfiques pour contredire toutes les idées qu'ils ont. Je trouve ça génial. Ça leur fait un petit répondant en face, là. C'est super. Même quand vous créez votre boîte, avoir quelqu'un qui vous dit non, ça c'est une idée de merde, c'est super. Et donc en fait, pour des auteurs, c'est super intéressant. Mais moi je peux rien, c'est un auteur, c'est à lui que je signe un contrat à la fin, et dans le contrat c'est marqué qu'il me garantit qu'il a les droits en fait. S'il pompe son œuvre sur Ridley Scott, c'est lui qui va être dans la mouise, hein, et c'est pas moi producteur. Moi je veux travailler avec des créateurs en fait. Enfin je dis moi, c'est pas moi. Eddie. Ouais, je voudrais rebondir là-dessus parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Oui, c'est une chose très importante. L'IA, quelle qu'elle soit générative image, de texte, est empreinte de biais énorme. Et vraiment énormément de biais, on n'imagine même pas à quel point. Parce qu'elle a été entraînée par des humains qui ont alimenté la machine, par des sources qui sont elles-mêmes déjà orientées, puisque c'est des choses qui ont été produites par des humains, et qui ont été sélectionnées pour être, entre guillemets, cette image est belle, cette image est un bon spot de pub, cette vidéo ou ce film est un bon film, ce script est un bon script. Donc tout ça, ça oriente forcément l'entraînement des modèles. À partir du moment où on sait ça, il y a une autre chose aussi qu'on sait un peu moins, c'est que les outils d'IA qu'on nous propose, payants ou gratuits, sont faits pour nous satisfaire. C'est-à-dire que comme un jeu vidéo, les IA de jeux vidéo, elles pourraient nous buter à coup sûr, à chaque coup, sauf que ça serait pas satisfaisant. Au bout de 3 parties, on jette le jeu vidéo. Donc les IA ont été, dans le jeu vidéo particulièrement, ont été entraînées à être pas super et en même temps de mettre un peu de difficulté et voire de s'ajuster en fonction du niveau du joueur en face. C'est ce qui se passe aussi avec les IA qu'on a aujourd'hui. Par exemple, un chat GPT, si vous lui posez une question, la réponse sera toujours très satisfaisante et toujours orientée pour vous dire « Ah, c'est une très bonne question, voici une bonne réponse à ta bonne question ». Effectivement, je voulais rebondir sur ce chatbot maléfique. Je m'en fais aussi. Et toutes les itérations que je fais, je lui demande toujours les points négatifs qui pourraient apparaître auxquels il n'a pas pensé ou il ne m'a pas proposé. C'est hyper important, même quand on crée une histoire, quand on crée des choses, de voir où sont essayer d'identifier les biais. Et même comme ça, c'est très difficile de se rendre compte à quel point les IA sont biaisées. Mais d'avoir ça en tête, ça vous permet de justement pas vous laisser embarquer par une IA qui va essayer de vous faire un truc satisfaisant, qui au final est le truc le plus bateau, le plus moyen. Le but, c'est vraiment d'essayer d'aller au-delà de ça. Et c'est pareil pour les textes, c'est pareil pour les images, c'est pareil pour les vidéos. Si vous voulez pousser le curseur, et c'est le but, il faut pas hésiter à essayer de le pousser dans ses retranchements, et c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire que là, les outils, on commence à avoir des belles images, à avoir des images qui sont pas l'image moyenne de base, et ce qui fait que on peut arriver, moi j'arrive à des prompts qui font des fois même la limite acceptable de l'outil, qui me dit non, le prompt est trop long, je comprends pas. Donc c'est finalement un exercice qui est pas si simple, mais si on l'a en tête, c'est assez intéressant. Tu veux dire qu'il faut travailler ? Malheureusement, faut bosser, ouais. Une autre question ? Oui, madame, mademoiselle. C'est moi, c'est plus. En fait, je voulais revenir sur le droit d'auteur et savoir comment vous vous assurez de la protection du droit d'auteur. Donc vous avez dit qu'a priori, ce que j'ai compris, c'est que vous en serviez quand en prépa et jamais en exploitation, mais ça vient contredire le fait que vous utilisiez des images. Donc sur les images que vous utilisez, comment est-ce que vous vous assurez que vous n'utilisez pas l'œuvre de quelqu'un d'autre ? Ça, c'est ma première question. Une autre question qui est moins droit, mais je reviens sur un truc que vous avez dit tout au début. Sur l'exemple du documentaire, vous avez fait doubler par une IA. Donc déjà, je voulais savoir quel outil vous aviez utilisé. Et vous avez dit qu'il y avait de l'humain, mais du coup, l'humain, il est où là ? Sur le doublage de l'IA. Cette petite question du doublage, j'aurais jamais dû parler de ça. Personne t'a forcé, hein ? Non, mais allons-y. Sur le doublage.
Bon, on a utilisé une solution qui s'appelle DubMe et c'était pour faire un test au départ. Et au final, oui, je dis il y avait de l'humain partout parce qu'on a beaucoup itéré avec cette société. Il y a eu des comédiens qui sont intervenus côté de la société, hein, pas nous. Alors c'est pas une société qui est française, hein, donc c'était un doublage très particulier pour une exploitation sur YouTube et on ne l'aurait pas fait pour du broadcast par exemple. Donc encore une fois, il y avait vraiment un champ d'application qui était restreint pour tester un truc, voir si c'est assez quali. En l'occurrence, non, c'est pas assez quali pour une diffusion télé par exemple. Mais c'est intéressant pour exploiter ce contenu sur un streamer et pour générer du revenu pour des auteurs en l'occurrence. Mais bon, alors sur la question du doublage, les droits d'auteur, bah on cherche, hein, mais je vais pas vous raconter des sornettes. C'est hyper compliqué de savoir en fait. Ces sociétés-là qui proposent ce type de service, on va jusqu'au bout du bout avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont signé, comment ils protègent les auteurs, est-ce qu'ils ont signé les bonnes clauses et tout. Mais on les a pas tout le temps. Donc il y a des outils sur lesquels qu'on s'interdit d'utiliser, mais c'est hyper frustrant, hein, très honnêtement aujourd'hui. Ensuite, sur le doublage pur, aujourd'hui quand même, moi ce que je vois arriver là, et au MIPCOM, c'était aussi le ressenti que j'ai eu, c'est qu'il y a doublage, sous-titrage, voice-over, enfin tout ce qui concerne la voix. On voit arriver des solutions qui sont hybrides, c'est-à-dire que oui, il y a de l'intelligence artificielle qui est placée pour optimiser les process et réduire les coûts frontaux en sortie, en fait, réduire le prix. Mais ils mettent une vérif humaine, ils mettent des comédiens. Et donc, il y en a moins, mais il y a un comédien qui fait tous les rôles. Mais il y a moins de comédiens. Mais il y a quand même des comédiens. Et donc, oui, bah, ça impacte ce milieu-là. C'est sûr qu'il ne faut pas dire l'inverse. Ça va l'impacter, mais par exemple, je prends un exemple... quand on se fait des idées là sur qu'est-ce que ça apporte l'intelligence artificielle, on peut tout faire tout seul. Ben non, nous en fait on fait pas ça. On travaille avec des sociétés, des prestataires de services qui sont ici d'ailleurs, qui eux intègrent des solutions d'intelligence artificielle dans leur service, mais ils ont une compétence et ils ont une expertise métier et ils continuent de travailler avec des comédiens, ils continuent de travailler avec des hommes et en fait juste ils font la même chose ce dont on parlait ce matin, ils changent un peu leur workflow en rajoutant de l'IA. Est-ce que ça va impacter le secteur du doublage et du sous-titrage? Bah oui, c'est sûr. Mais en même temps, ces prestataires de services et les métiers qui sont sur cette thématique-là, ils ont tout intérêt à intégrer de l'IA dans les prestations de services qu'ils proposent. À défaut, ça risque d'être pire, en fait. Voilà. Et au final, il y a quand même... c'est incontestable et tout le monde le dit, la voix humaine, elle est meilleure qu'une intelligence artificielle. Il y a de l'émotion dedans et donc sur un film, vous aurez toujours plus envie d'avoir une voix humaine. Après, il y a des choses qui vont arriver. Enfin, je veux dire, là, il y a déjà des acteurs américains qui disent « Je veux que ce soit ma voix dans toutes les langues. Ma voix à moi. » Donc, il n'y aura plus de doubleur qui va faire sa voix, en fait. Et ça, c'est même pas les boîtes de prod qui décident ça. Ça va être des artistes, en fait. Donc, qui prennent qui font ces choix-là. Donc, il faut quand même pas se voiler la face, quoi. Et plutôt se dire, OK, il y a ce problème-là, je vais me le prendre et on va le traiter et on va essayer de faire en sorte que ça ruine pas complètement une économie, ça la fasse évoluer et peut-être qu'en faisant ça, ça va faire naître d'autres métiers. Et moi, je pense que oui, hein, parce que faire de la vérif humaine, faire du calage, apporter une expertise humaine dans un workflow dans lequel il y a de l'IA, c'est super intéressant, en fait. Vraiment. Et parfois, ça fait naître des nouveaux métiers. Tout à l'heure, tu disais, l'IA, ça réduit pas les coûts. Aucune techno n'a jamais réduit les coûts. Toutes les technos qui arrivent augmentent les coûts. La 4K, ça augmente les coûts. La 8K, au secours. Le CGI, quand c'est arrivé, ça a fait exploser tous les budgets. Les VFX, ça coûte 2 bras. Enfin, il n'y a jamais aucune techno qui a permis de réduire des coûts, très honnêtement. Donc, j'y crois pas du tout. Mais ça permet normalement de faire les choses mieux, quoi. Voilà. Et si c'est dégradant, encore une fois... Je parle pour le groupe TF1. Si ça dégrade la qualité, c'est non. Donc, si ça amène de la qualité, c'est intéressant. Voilà. On va finir par un petit exercice, parce que là, on est arrivé au bout de notre heure. Un petit exercice intéressant. Je vais prendre une dernière question, mais qui soit générale, s'il vous plaît. Et vous allez y répondre tous les trois en concluant cette belle heure qu'on a passée ensemble. Une question générale ?
Oui. Là, on parlait de justement le droit d'auteur et tout ça. Moi, je suis partisan de penser qu'on ne crée jamais de rien et qu'on crée toujours en fonction du bruit ambiant culturel, entre guillemets. Et est-ce qu'on peut pas dire que Stranger Things, il n'a pas pompé tout son esthétique de Spielberg, par exemple? Alors, une IA, ça prend jamais un petit bout de ça pour les recoller. Ça recrée quelque chose qui ressemble, et c'est toujours quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est pas finalement une question un peu illusoire que de se poser la question du droit d'auteur? Parce que finalement, ceux qui font de la musique, ceux qui font de la peinture, ils sont toujours inspirés de ceux qui étaient venus avant. Ouais, je vais répondre à ça en guise de conclusion. Les métiers du droit, c'est sûr, ils vont évoluer avec l'IA, aussi bien comme tu l'esquisses un petit peu la propriété intellectuelle, parce qu'on dit effectivement les meilleurs artistes volent, c'est comme ça qu'on le dit. Et également, en fait, comme vous disiez, monsieur, pour votre question, aussi la notion d'identité. Qu'est-ce qu'une image réelle? Qu'est-ce qu'une image recréée? Je ne serais pas étonné qu'on ait des passeports digitaux à l'avenir qui nous prouvent notre identité dans le numérique par rapport à nos passeports physiques. En fait, tout ça est en évolution actuelle. Mais bon, moi, je suis... vous allez peut-être me trouver optimiste, mais je pense que ça va être pour le mieux pour la création. Je pense qu'on pourra faire des films qu'on n'aurait pas pu faire avant. Et ça va ouvrir des accès au marché à des sociétés ou à des personnes pour qui ça aurait été très compliqué par le passé. Souvent, c'est un avantage de la technologie. Alors la technologie, quand elle arrive, elle détruit aussi des choses, elle ne fait pas que construire, donc il faut que les pouvoirs publics s'emparent aussi de la chose et protègent notre secteur. Mais un avantage de la technologie, c'est qu'elle démocratise aussi certains accès et elle permet d'ouvrir, de mettre un peu plus d'horizontalité, je pense, dans notre culture, dans nos sociétés. Donc voilà, je fais le pari de ça. Ouais, je te rejoins complètement. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette idée que ça casse un peu et les silos et la fracture sociale, numérique qu'il y a dans notre pays en fait. Et globalement, encore une fois, c'est une porte pour la jeunesse là qui est plutôt chouette, qui lui permettra de s'exprimer. Et de raconter des choses, mais ça n'empêche pas que pour raconter des choses il faut avoir quelque chose à dire déjà, point 1. Et ensuite il faut avoir des compétences, hein. C'est pas l'intelligence artificielle qui fait toute seule des choses très belles, mais ça permet de faire plus vite, très rapidement, des premières choses en fait, et ça je trouve ça super intéressant. Après jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Voilà, mais je suis plutôt aussi très positive, et en tout cas j'ai très envie en ce moment qu'on arrête d'avoir qu'on ait des imaginaires positifs autour de l'intelligence artificielle et qu'on arrête de penser à tous ces auteurs de SF qui nous ont raconté que des trucs horribles pour l'humanité. Et en fait, qui nous font tous flipper, et que je pense que sincèrement, quand on voit des personnes qui se saisissent de ça et qui font des choses belles avec, des choses qui ont du sens, ça permet aussi d'imaginer un futur meilleur, ce qui augmente la probabilité que ce futur arrive. Donc si on veut pas tous finir sous le joug d'une IA qui serait autonome, indépendantiste et terrifiante, imaginons d'autres possibilités, quoi. Voilà. Je vous rejoins tous les deux là-dessus. C'est évident que l'IA n'a pas d'intention. Et même si elle devient une entité maléfique qui va tous nous détruire, elle l'aura pas voulu, elle aura voulu... C'est pas qu'elle l'aura voulu, on lui aura demandé d'optimiser. Donc de toute façon, oui, si vous voulez aller voir une vidéo qui est hyper sympa là-dessus, sur cette thématique, c'est sur la machine à trombone, vous cherchez sur YouTube. Ego, ouais. Il s'appelle le youtubeur, il s'appelle Ego. Ouais. La vidéo est assez marrante, assez intéressante. Un peu complotiste, tout petit peu complotiste, mais très drôle et intéressante. Ouais, c'est assez intéressant. Mais en exergue, voilà, c'est que l'IA n'a pas d'intention. Moi, il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est qu'effectivement, on va avoir certainement, mais peut-être des gens dans cette salle qui sont des jeunes talents émergents qui n'ont jusqu'à présent pas eu les moyens de s'exprimer ou pas les outils pour s'exprimer, parce que Photoshop, c'est un apprentissage, avoir une caméra, ça coûte cher, avoir le temps, avoir les moyens de pouvoir les filmer ou de faire de la créa, c'est pas toujours évident, et c'est sûr que le contexte familial, social qu'on peut avoir peut être assez limitant, et l'IA peut permettre d'être créatif d'autres façons et d'apporter de nouvelles choses. Et ça, je suis persuadé qu'on va avoir des nouveaux artistes émergents qui vont nous apporter des choses révolutionnaires grâce à ces nouveaux outils. Et il y a aussi une autre chose par rapport aux droits d'auteur.
comme je disais, l'IA n'a pas d'intention, donc c'est pas elle qui va aller chercher des droits. Par contre, la personne qui va créer l'histoire, qui va créer l'œuvre, qui va travailler, qu'elle travaille avec Photoshop, avec une caméra, je sais pas, une RED ou n'importe quoi. Les droits sont pas pour la caméra, donc les droits ne sont pas pour l'IA, mais c'est ce qu'on en fait derrière. Et c'est là-dessus où je pense qu'il y a aussi une dimension hyper importante, c'est que ça va être représenté par des personnes, par des artistes, et c'est aussi ça qu'on va aller voir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va voir un film au cinéma pour tel acteur, pour tel réal, pour telle thématique. Alors des fois, c'est juste parce que c'est l'affiche et que c'est du Marvel et qu'on a envie juste de voir un film d'action. Mais ça n'empêche pas que si vous regardez bien les films que vous aimez, c'est pas tant forcément l'histoire, la qualité de l'histoire, c'est pas tant tel acteur, c'est un ensemble de choses, mais souvent il y a ces personnes qui sont derrière. Et c'est ça en fait qui va rester à mon sens. On est des humains et on apprécie ce qui nous motive, ce qui nous fait vibrer, tel artiste parce qu'on trouve que son œuvre, son travail est exceptionnel. Et c'est tout à chacun. Et chacun, en fait, on va aller s'orienter vers des gens qu'on aime. Et c'est ça, à mon sens, qui va rester de toute façon. Merci à vous. Donc, ne faites pas la guerre, faites l'IA. Merci Marianne, merci Alex, merci Eddy. Et bonne journée à vous.